Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac Tac qui reçoit pour vous ce soir l'honorable Serge Mayamba. Bonsoir et bienvenue dans Tac Tac magazine. Vous n'êtes même plus à présenter, hein. Vous êtes député honoraire et puis avocat. Merci. Comment allez-vous? Ben, Dieu nous fait grâce. Ah, Dieu fait grâce. Eh bien, avec vous, nous allons essayer de passer en revue l'actualité de l'heure. Vous le savez, l'UDPS et la SENCO, ça ne va pas du tout depuis quelque temps, après des divergences sur le choix du président de la CENI. Votre réaction? Oui, merci beaucoup, madame, pour la question. Merci surtout, encore une fois, pour l'invitation. Moi, je suis de ceux qui pensent que toutes ces divergences qui se manifestent actuellement sont dans une certaine mesure normales. D'autant plus que le monde politique est un monde fait d'intérêts et chaque parti qui ne se retrouve pas, soit dans la manière dont les choses évoluent, soit dans la manière dont les choix sont opérés, et dans l'évolution, vous avez par exemple la conduite des travaux devant aboutir au choix d'un animateur. Donc il est tout à fait normal que les partis qui ne se retrouvent pas puissent manifester des mécontentements ou contester éventuellement ce qui s'est fait. Mais il y a une autre chose qu'il faut nécessairement noter, c'est que toutes ces contestations doivent se faire dans le respect de la loi, dans le respect de la personne humaine. Il faut un minimum de mesures dans ce que nous pouvons considérer comme revendication, dans ce que nous pouvons considérer comme réclamation. Mais je crois en même temps que tout cela arrive tout simplement parce que nous n'avons pas, nous, dans notre pays, voulu agréer la logique du renforcement des institutions, parce que je crois que si les institutions appelées à gérer le pays étaient véritablement renforcées, on ne se retrouverait plus dans cette logique de commissions électorales nationales indépendantes qui souffrent d'ailleurs de cet attribut. Donc moi je suis de ceux qui ont toujours pensé qu'il faut nécessairement faire en sorte que les élections puissent être le fait de l'administration publique, encore que cette administration publique doit évoluer dans un contexte où la République se serait déjà dotée des institutions véritablement stables et au service du peuple. Parce que ce qui gêne également dans la volonté de pouvoir attribuer l'organisation des élections à l'État, entre guillemets, c'est le fait pour beaucoup de gens de considérer que l'État lui-même, à travers ses représentants qui gèrent, étant dans la compétition, la tendance sera toujours à la tricherie. De la même manière, lorsqu'il faut opérer un choix sur les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, les voix s'élèvent pour contester l'indépendance, l'impartialité de ceux qui sont présentés comme candidats. Mais c'est comme si les élections posent problème en République démocratique du Congo. Les élections... Et surtout, le choix sur le président de la CENI, ça a toujours été un problème. Oui, madame, ça a toujours été un problème, ça restera un problème. Pourquoi la désignation du président de la CENI pose toujours problème? Parce qu'il y a divergence d'intérêts. Ceux qui ne sont pas aux affaires considèrent que ceux qui sont aux affaires tiennent à avoir des représentants au niveau de la Commission nationale indépendante acquis à leur cause. Nous l'avons vécu avec le régime Kabila. Il y a des gens qui, vraisemblablement, ont servi ce régime. Et cette logique continue dans la tête des gens qui considèrent aussi que les représentants actuels, surtout lorsque un parti qui est au pouvoir commet la maladresse de soutenir une personne, ne fût-ce qu'en citant son nom, on trouve directement que c'est une personne qui a des accointances avec cette famille politique, d'où c'est Denis Kadima, parce que je n'ai pas, on met en doute la liste de tous les son candidats. Indépendance et son impartialité. C'est vous qui l'avez cité, mais je crois que même si on doit réfléchir de manière abstraite, on aboutirait à ce résultat. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on reproche à Denis Kadima?
La Senco reproche au pouvoir en place de vouloir imposer leur candidat. Il paraît que c'est Denis Kadima, les candidats du pouvoir. C'est l'église kimbanguiste. Et on aurait appris que non, il ne fait pas partie de l'église kimbanguiste, il est de l'ACK, tout ça. C'est un peu trop compliqué. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Bon, au fait, madame, vous savez, vous dites « il paraît ». C'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas sûr Je préfère dire de cette affirmation. Oui. Qui est conditionnel. De la même manière, du côté de la Senco, moi j'ai suivi quelques communications des responsables de la Senco qui nous ont dit qu'effectivement il y avait pression, malheureusement. Oui, ils ont émis des réserves. Menaces, oui, tout ça. Oui, mais moi je crois. Que les personnes étaient même identifiées. Je suis de ceux qui pensent que si ces personnes étaient effectivement identifiées, il fallait les citer. Parce qu'aujourd'hui ça pose problème. Ça pose problème parce que... On parle des allégations, mais le secrétaire général de la Senco, Donatien Cholet, a dit que ce ne sont pas des allégations, ce sont des témoignages. Bon, madame, parce qu'il y a certains prêtres qui ne sont même plus chez eux. J'aurais été à sa place, je m'abstiendrais de faire pareille déclaration. Parce qu'il y a une chose, une accusation doit toujours être soutenue par des preuves. Lorsque vous dites qu'on vous fait pression, mais on vous fait pression par qui? Moi, j'aurais bien aimé que le prélat émette des réserves, ou carrément lève l'option de dire ce qu'il y a. Parce que c'est le même exercice qui... il dit qu'on l'impose Kadima, mais et qui il dit impose? Tout sauf Kadima. Oui, mais qu'on nous les cite. J'ai un peu bras de fer. Qui menace le prêtre? Nous sommes les enfants de l'Église. Oui, les nous n'acceptons pas. Hein, oui, je vous en prie, madame. Quelques paroisses ont été vandalisées. Oui. Nous n'acceptons pas que les prêtres soient menacés. Parce que cela met en péril la stabilité du pays. Il faut que les gens prennent conscience de cette situation. Le choix à opérer au niveau de la CENI, si ce choix ne rencontre pas l'assentiment de la population, si ce choix ne rencontre pas l'assentiment de la classe politique, mais nous nous engageons droitement vers l'instabilité. Nous aurons des élections dont les résultats seront contestés. Une partie considérant que cette publication est favorable à une autre. Donc, il n'y aura pas de stabilité. Alors, si quelqu'un a des éléments sur toutes ces actes, toutes ces actions, tous ces actes qui vont dans le sens de compromettre l'avenir du bon fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, il faut les citer. Nous sommes dans une république où les citoyens jouissent de leur liberté d'expression. Je ne sais pas. Moi, j'ai suivi les responsables de la conférence épiscopale dire qu'ils disposent des preuves. Mais s'ils disposent des preuves, madame, nous devons mettre de l'ordre dans cette république. La justice est là. Ils ne doivent pas justement émettre des réserves parce que ces gens-là mettent en danger leur vie. Ces gens-là menacent également la vie de la République. Mais il faut se les citer. Ces gens ne sont pas des dieux. Ils ont pointé du doigt accusateur le secrétaire général de l'UDPS. Hein? Je ne sais pas s'ils ont dit que c'est le secrétaire général. Ils ont même condamné ses propos désobligeants. Oui, au niveau les propos, oui. Mais je ne sais pas si on a dit que c'est le secrétaire général de l'UDPS qui fait pression. Moi, je veux qu'on nous cite ce nom-là. Parce que nous, comme citoyens, nous avons besoin de vérité. Nous, comme citoyens, nous voulons extirper de la classe politique la gangrène qui fait en sorte que les choses ne marchent pas. Madame, vous savez, il faut un assainissement de l'environnement politique de ce pays. Mais nous ne pouvons procéder à cet assainissement que si l'on commence à enlever la médiocrité qui est dans le chef de beaucoup de gens. Et puisque la médiocrité est le fait des individus, considérés comme médiocres par la grande mémoire du cardinal Monsengo, mais il faut qu'il dégage. Alors pour qu'il dégage, donc il y a encore des médiocres, hein? Nous devons les connaître. Apparemment. La vie n'est faite que de médiocres, des idiots, des élites, de ceci. Éternel recommencement, ce sont des choses qui se répètent. C'est ce qu'on a vécu avec Kabila et toutes ces menaces, des pressions, à l'époque aussi avec les bérets rouges du PPRD. Hein. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui se répète avec les combattants de l'UDPS. L'histoire se répète parce que nous ne voulons pas... Ils ont même attaqué la résidence de Ambongo. C'est l'intolérance. L'histoire se répète parce que nous ne voulons pas tirer les leçons du passé. Les deux, dire que ce sont les combattants de l'UDPS qui ont menacé la résidence du cardinal, moi j'aimerais qu'on dise que ce sont des personnes dont la voix correspond à ce qui a été déclaré par le secrétaire général. Là, on comprendrait, mais dire que le combattant de l'UDPS, qui les a identifiés comme tels. Et ceux qui savent que ce sont les combattants de l'UDPS, pourquoi ne saisissent-ils pas
la justice. Bon, on a parlé des inciviques, hein, des personnes non identifiées, ça, même à Mbujimayi, madame, c'est toujours ça. C'est comme chez nous, lors des manifestations, quand on tire sur le paisible citoyen, on vous dit des éléments incontrôlés. Ça, c'est une perception abstraite de la vie. Nous devons être dans le concret. C'est peut-être par rapport aux déclarations aussi du secrétaire général de l'UDPS. Oui, les déclarations peuvent bien sûr envenimer la situation. Aussi, moi, je crois que ces déclarations sont des déclarations qui ne valaient pas la peine d'être faites. C'est des déclarations qui ont un côté provocateur, un peu incitateur. Nous ne pouvons pas soutenir dans le cadre d'un État dont les citoyens se doivent respect, considération et protection. Donc il est tout à fait normal que le prêtre s'en plaigne. Mais moi, j'aborde la question suivant la logique que vous avez évoquée. Quand vous me dites qu'il s'agit de tel, ce tel-là doit avoir un nom. Il faut le citer, responsabiliser tout le monde. Avoir de preuves aussi. Justement, parce que si la justice agit, ce comportement fera en sorte que les gens s'en découragent. Voyez, mais si vous ne citez pas, vous êtes dans l'abstrait, il y a même une tendance à croire que vous voulez faire aussi une sorte de manipulation cervicale. C'est ce que les militants de l'UDPS parlent des victimisations, manipulations, tout ça. Et d'ailleurs, Augustin Kabouya a démenti tout ça et puis il a mis en garde les militants de l'UDPS. Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, l'effort à fournir doit aller dans le sens d'une prise de conscience. Il faut que chaque acteur politique et même chaque acteur social comprenne qu'il a un rôle important à jouer dans la société et qu'il constitue un élément déclencheur de beaucoup d'événements, de beaucoup de choses. Par ce fait, il faut nécessairement que l'acteur qui communique puisse avoir le contrôle de son langage. Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour que la forêt prenne feu. Donc, nous devons nous le mettre en tête. Un modèle, un exemple aussi. Comme il y a eu des communications qui sont des natures à amener les gens à la surchauffe, comme il y a des communications qui sont des natures à inciter les gens à l'énervement, moi je crois qu'il faut chercher à faire en sorte que dans l'avenir, l'on développe des communications de plus en plus responsables. Il faut se comporter quand même comme des personnes civilisées. On dit toujours que les personnes civilisées parlent, discutent, dialoguent. Il ne faut pas aller menacer les gens et puis attaquer des maisons, des résidences des bons citoyens. Déjà que c'est interdit par la loi et par la conscience normale. Donc, nous, de notre côté, nous ne pouvons pas soutenir pareille logique. Nous croyons que c'est dans le cadre d'un dialogue que nous pouvons bien trouver de solutions aux problèmes. Bien, Maître Serge Mayamba, aujourd'hui, l'UDPS et l'Église catholique, vraiment, comme je venais de le dire tantôt, rien ne va du tout. Et pourtant, à l'époque, l'UDPS ne gérait qu'au nom de l'Église catholique. Nous avons vu l'Église catholique accompagner Étienne Tshisekedi, surtout l'opposition. L'Église catholique était toujours là. Comme vous venez de le dire tantôt, que les médiocres dégagent. C'est ce que le Congolais retiennent quand même du cardinal, le fait cardinal Mosengo. Aujourd'hui, le pouvoir en place reproche beaucoup à l'Église catholique. Selon le pouvoir, l'Église catholique se mêle un peu trop dans les affaires politiques. Bon, madame... L'Église catholique doit rester... donc les abbés, des cardinaux, je ne sais pas, ils doivent rester à l'Église prêcher la parole de Dieu. Et non, c'est mêler des affaires politiques. Madame, les gens ne tiennent ce langage que lorsque leurs intérêts sont menacés. Les gens ne tiennent ce langage que lorsqu'ils sentent que l'Église ne les accompagne pas dans la forfaiture. Dans les pouvoirs et aux abords. Moi, je suis de la génération qui a pris goût de la politique avec la conférence nationale souveraine. Et la conférence nationale a été animée par Monseigneur Monsengo à l'époque. Et nous l'avons vu à l'œuvre après. Mais avant Monseigneur Monsengo, il y a un travail de prise de conscience qui avait déjà été fait par... sous la houlette du cardinal Malula, que nous avons tous apprécié. Nous, comme jeunes, nous avons appris beaucoup de choses du travail fait par le cardinal Malula. Monseigneur Monsengo est arrivé jusqu'à devenir cardinal. Mais je crois que tous ces pères de l'Église étaient très applaudis. Nous prendrons également le cardinal Etchaou. Tous ces pères de l'Église étaient applaudis
lorsqu'il nécessitait de faire des rappels au pouvoir en place. À l'époque, Monsengo a été applaudi pour avoir dit non à beaucoup de comportements du régime de Mobutu. Avec Kabila aussi. Avec Kabila, c'était la même chose. Quand Monsengo avait dit que le médiocre dégage, nous avons même tous avec applaudi. le pasteur Ekofo aussi. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que nous devrons accepter d'avaler cette pilule. Elle est amère, mais elle doit être avalée. Et nous devons surtout noter que l'Église demeure toujours du côté de la vérité. Notre difficulté, c'est que nous voulons faire de l'Église notre complice, surtout nous, acteurs politiques. Vous savez, comme pécheurs, il nous arrive même de ne pas aimer certains pasteurs ou certains prédicateurs, tout simplement parce qu'ils ont parlé des choses que nous faisons. Mais le plus important... Comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Le plus important, madame, ce n'est pas de s'attaquer aux prédicateurs. C'est de chercher à savoir si ce que dit le prédicateur est vrai ou faux. C'est ce que Donatien Cholet d'ailleurs a dit. Si ce que dit le prédicateur est nouveau. Oui. Mais moi je crois, excusez-moi, il faut que je le dise, moi je suis de confession catholique. Donc aujourd'hui je ne peux pas accepter que les gens s'en prennent à l'église ou au père de l'église, aux prêtres, aux cardinaux. Ah bon, oui, traité de tous les noms. Non, ben, il est tout à fait normal. Même Christ qui est venu nous sauver a porté les chapeaux de tous les maux du monde. Mais c'est plusieurs années plus tard que les gens ont compris que Jésus était un sauveur. Mais le plus important, c'est de ne pas avoir trop d'égards sur ce que les gens racontent. C'est de demeurer dans la vérité. Si la Senco, à travers ses animateurs, pères de l'Église, est dans la vérité, moi j'encourage la Senco à demeurer dans la vérité. Et que la Senco ne cède pas. Parce que nous, politiques, nous sommes sentimentaux. Nous sommes partiaux, voilà pourquoi on nous appelle des partisans. Quand les choses vont en notre faveur, nous voulons à ce que tout le monde soit avec nous. Et la vérité nous blesse. Et moi, je préfère que l'Église continue. Les politiques n'aiment pas attendre la vérité. Oui, nous finirons par nous ressaisir. Vous savez, aujourd'hui, j'entends même des voix du côté des animateurs kabylistes soutenant le cardinal Ambongo, alors que lorsque le même langage leur était tenu, ils étaient fâchés. De la même manière, hier, nous avons pris l'Église pour partenaire idéal, mais aujourd'hui, quand l'Église nous fait des rappels à l'ordre, nous sommes tentés de croire que l'Église est contre nous. Non, moi je voudrais dire à mes frères et sœurs que la parole de Dieu est une parole qui fait toujours mal. Et un homme de Dieu est appelé à dire la vérité. Même si cette vérité va vous faire mal, prenez le temps de l'écouter parce que c'est cette vérité qui va vous affranchir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'Église est dans le bon. Malheureusement, puisqu'il s'agit d'une question politique, la tendance est de croire que celui qui dit la vérité parle au nom et pour le compte de son adversaire. Alors, pour boucler ces chapitres, qu'est-ce que vous proposez? Parce que jusque-là, il y a toujours pas, nous ne connaissons toujours pas le nom du futur président, de la CENI. Bon, je sais pas, il y a eu consensus, mais bon, il n'y a pas eu consensus parce que les 6 autres confessions religieuses ont déposé le rapport, mais la Senco et l'ECC n'ont pas signé le PV. Ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Il y a d'abord une chose qu'il faut noter. Dans ce qui s'est fait, les confessions religieuses fonctionnent avec 2 logiques. Il y a la première logique, la logique de l'Église catholique, qui est la logique de la vérité. Il faut dire la vérité même à celui qui gère. C'est que Jésus a eu à faire vis-à-vis de tous ceux qui géraient à son époque. Il y a la deuxième logique, la logique des églises qui sont dans l'accompagnement du pouvoir en place. Vous savez, dans la prédication de beaucoup d'églises, je prends surtout l'église des réveils, ils ont développé la tendance à dire tout pouvoir vient de Dieu. Quand quelqu'un est au pouvoir, il ne faut pas le combattre. Alors le conflit, au fait, le conflit vient de là. Il y a des gens, qu'on se le dise, qui sont dans la logique d'accompagner le pouvoir assis. Ils l'ont fait avec Kabila. Ils l'ont fait avec Mobutu. Ils le feront quand un autre président viendra après le président Félix. Alors que l'Église catholique... L'Église catholique a toujours un mot à dire. Oui, le conflit vient de là. Et c'est à cause de ça que l'opinion a souvent tendance à se dire que les tels pasteurs sont les pasteurs du pouvoir. Au fait, ils ne sont pas le pasteur du pouvoir en place, mais c'est des pasteurs qui ont toujours été du côté du pouvoir en place. Peu importe la tête des animateurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est arrivé un moment où on nous a développé beaucoup de théories, juste pour justifier l'exercice du pouvoir à l'époque par le président Kabila. Mais ce qu'il faut faire, je crois que
Ces regroupements des confessions religieuses fonctionnent sur base d'une certaine logique, qu'ils se réfèrent à cette logique dans le choix. Et dans le choix, il ne faut pas faire fi des critères. Il faut faire en sorte que la personne à désigner comme président de la CENI, comme responsable même des autres postes d'animation de la CENI. Mais vous ne croyez pas, je ne trouve pas la parole, les départs étaient déjà mauvais parce que cette loi sur la CENI déjà n'a pas l'unanimité. Ben, il est tout à fait normal, hein. C'est un problème de choix. Mais elle a quand même été promulguée par le chef de l'État. Je vous en prie, madame. Justement, le problème, c'est que nous n'aimons pas nous mettre à l'écoute des autres. Vous savez, si nous retravaillons toutes ces lois, nous allons créer un cadre qui nous épargnerait de beaucoup de conflits. Mais c'est justement quand les gens estiment qu'il faut avancer, qu'ils ont fini par se retrouver devant un mur. Mais pensez-vous que les germes des contestations post-électorales sont déjà plantés? Madame, pourquoi vous voulez dire que les germes sont plantés? Les germes ont toujours existé. Nous irons de contestation en contestation tant que nous demeurerons dans cette logique. La meilleure logique, c'est la logique des vraies réformes. Il faut commencer par trouver des consensus sur la manière dont la structure doit être composée, sur la manière dont les animateurs doivent être désignés. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on va espérer avoir des animateurs qui ne seront pas accusés de ceci ou cela. Parce que la particularité de l'homme politique aussi, c'est de mettre en place des critères, mais demain, lorsqu'il constate que ces critères ne lui sont pas favorables, de faire comme si... Bien, Maître Serge Mayamba, donc ça fait débat, hein. Maintenant nous allons parler de la congolité rapidement, hein. Vous êtes député national honoraire, hein. La proposition, vous le savez, la proposition de loi sur la nationalité congolaise, hein, de Noël Tchani est déjà sur le bureau de la Chambre basse du Parlement. Selon vous, cette loi mérite-t-elle d'être examinée ou non? Bon, d'abord il faut noter que ceux qui parlent de congolité ont cherché à dénaturer la question. En fait, on parle des conditions d'accès à une fonction. On ne parle pas des conditions d'accès à une nationalité. Parce que parler de congolité, c'est comme si cette proposition visait à fixer les conditions par lesquelles on devient congolais. Non. Parce qu'il fallait énerver les gens en les amenant à croire qu'il y avait cette tendance à faire en sorte que notre République évolue dans la logique de la Côte d'Ivoire d'hier, où on a parlé d'ivoirité parce qu'il y a des Burkinabés qu'il fallait écarter. Non, ce n'est pas le cas avec cette loi, madame. On parle des conditions d'accès à la fonction, entre autres, bien sûr. Mais, vous savez, nous aimons souffler le chaud et le froid. Nous aimons une chose et son contraire. Quand j'ai dit nous, c'est nous Congolais. Mais vous avez déjà vu une république sans loi? Et que vise la loi, madame? Lorsque vous interrogez les grands juristes, même les doctrinaires, ceux qui ont écrit, la loi vise toujours à restreindre les libertés des gens. La conditionnalité n'existe pas qu'en matière d'accès à la fonction de président de la République. Il y a restriction des libertés même en matière d'accès à la profession de journaliste, à la profession d'avocat. Ce n'est pas un finaliste ou un diplômé de l'IFASIC qui prêterait serment pour devenir avocat en République démocratique du Congo. Mais n'empêche, on accuse quand même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de vouloir écarter à travers cette loi Moïse Katumbi de la course à la présidentielle de 2023. Comment trouvez-vous Madame, c'est l'absence des rationalités qui amène à tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure à propos des déclarations des prêtres que nous devons hériter aussi avec cette culture d'accusation sans preuve. Les gens qui disposent des éléments assument leurs déclarations. Parce que les gens se demandent, mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette loi maintenant? Mais pourquoi pas maintenant? C'est la question que moi je me pose. C'est un combat d'idées. Comme la question est soumise à la censure de l'Assemblée nationale, mais qu'on en débatte à ce niveau-là et que toutes les parties apportent les éléments à leur disposition. Vous savez, la tendance à tout subjectiviser nous fait perdre la rationalité. Parce que vous savez, il n'y a aucune loi qu'on adopterait dans un parlement du monde qui n'écarterait pas un citoyen. Mais l'union sacrée pourrait s'éclater si cette loi a passé.
Ben, s'il y a des membres de l'Union Sacrée qui ne sont pas d'accord, s'il y a des membres de l'Union Sacrée qui se sentent visés, ben, ils sont libres de prendre position dans un sens comme dans un autre. Donc, selon vous, est-ce que cette loi est opportune, prioritaire? Parce que cette loi ne va pas donner à manger, hein, ni le travail, ni la soupe du soir aux Congolais. C'est ça le vrai débat. Bon, le vrai débat, c'est comme si il faut adopter des lois sans toucher à ce qui est sensible pour certaines personnes. Moi, je ne voudrais pas que le débat se fasse à ce niveau-là. Vous voyez, madame, moi, je voudrais que le débat se fasse au niveau de ce qui doit être considéré comme l'intérêt général. Parce qu'une loi doit être générale, abstraite, impersonnelle. Oui. Mais le problème ici chez nous, c'est que, moi j'ai vu, les cantoumistes considéraient que cette loi vise leur président. Parce qu'on connaît votre mode opératoire, hein, les politiques. Hein. Ce que vous dites le jour, c'est parce que vous faites le soir. Bon, je crois que... Vous pouvez dire que non, c'est bien, c'est une bonne loi, tout ça, c'est pour protéger nos institutions, je ne sais pas comment. Mais bon, mais quelque part, c'est pour empêcher... Ben, madame, moi je ne suis pas dans les sentiments. Hein. Monsieur Katumbi a été dans la gestion avec le président Kabila. À l'époque, il avait accepté aussi à ce qu'il y ait accès à la magistrature suprême sans passer par beaucoup trop de conditions. Il y a des conditions qu'on avait écartées tout simplement parce que c'est des conditions qui excluaient le président Kabila. Donc à l'époque, quand les choses étaient favorables avec Kabila et que lui, il était avec lui, ça pouvait bien passer. Mais aujourd'hui, qu'il accepte aussi que les choses soient favorables à Félix Tshisekedi parce qu'il le soutient. Mais la nationalité congolaise, là, ça pose aussi problème parce que notre constitution dit la nationalité une et exclusive, mais plusieurs se retrouvent avec double nationalité. C'est un peu compliqué. Bon, la Même question... l'initiateur de cette loi, lui, il se retrouve dedans aussi. Hein. Non, au fait, vous savez, il ne faut pas confondre la modification sollicitée pour accéder à la magistrature suprême et la nationalité. La question de la double nationalité ou de la plurinationalité doit nécessairement faire l'objet des débats, parce qu'aujourd'hui la tendance du monde est à l'ouverture des nationalités, mais moi, même si certaines personnes peuvent estimer que l'ouverture des nationalités peut comporter certains avantages, mais j'ai toujours eu une réflexion un peu extrémiste par rapport à toutes ces questions de nationalité. Ouais, on va finir par là, on nous signale déjà, nous sommes arrivés à la fin, mais on ne peut pas finir sans parler pour autant de cette proposition de loi du député national Daniel Mbao, qui fait débat aussi sur la dot, hein, fixée à $500 pour les milieux urbains et puis des $100 pour les milieux ruraux. Hein. Que pensez-vous de cette proposition de loi? Bon, il n'y a rien de spécial dans cette proposition, d'autant plus que le député Mbao est demeuré dans la logique du code de la famille. Ben, ça fait polémique quand même, les chefs coutumiers ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal. Et certaines femmes aussi, c'est discriminé. C'est parce que notre société est faite de contradictions, et moi je ne pense pas qu'il y a discrimination, parce que tout simplement les gens... Mais pourquoi $200 et $500? Les gens n'ont pas lu la loi. Les $200, $500, c'est un montant proposé. C'est que les gens doivent savoir, et que dans la loi, il était prévu que le président du mouvement populaire de la Révolution, à l'époque président de la République, puisse fixer un minimum pour éviter les conflits. En fait, le député Mbao, constatant le vide, j'espère que c'est comme ça qu'il a réfléchi, en a profité pour pouvoir faire une proposition. Mais en même temps, madame, je crois qu'aujourd'hui les gens doivent savoir que la vraie valeur de la femme n'est pas à retrouver dans le montant de la dot. La vraie valeur de la femme est à retrouver dans la considération qu'on lui donne. C'est parce que nos familles aussi exagéraient un peu. Hein, oui, mais justement, nous sommes dans une société où les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, disent une chose et c'est le contraire. Vous savez, dans notre communauté... Mais n'empêche, l'homme aussi peut valoriser. Je vous en prie, madame. Les gens se plaignaient du coût élevé de la dot. Mais si on doit réguler cette question, je ne trouve vraiment pas d'inconvénient. Mais je crois que lorsque les occasions nous permettront, nous allons aborder la question de la proposition Mbao tout autrement. Ok, c'est bon. Alors, ça sera tout. Dernière question. L'état des droits sous Fachi, avec ses arrestations hâtives aussi, hein, le cas de Jacques Ndala, tout ça. Il paraît que la justice ne respecte pas la procédure. L'état de droit, c'est un état dans lequel tous les citoyens sont soumis à l'autorité de la loi. Bon, dans le cas de Jacques Ndala, moi, je ne ferai pas des sentiments. Je dirais une chose, madame.
il y a eu de l'exagération dans le chef de Ndakindala. 2, il y a eu un traitement partial. On sanctionne Ndala, mais on laisse d'autres personnes qui font des déclarations scandaleuses. Eh bien, oui, dans sur ce genre les réseaux de choses. sociaux, Donc, je crois que quand même, il comme faut, l'affaire prendre des armes, là, Augustin Kabouya est traduit en justice. il faut de l'égalité. Il faut de l'égalité, Il faut de l'égalité dans le traitement des citoyens. L'égalité de traitement du comportement des citoyens, c'est ce que nous voulons dans un état de droit. Mais en même temps, je dois dire aussi aux acteurs politiques qu'ils doivent faire très attention avec l'activisme dans leur langage. Nous avons la liberté de parler, mais en même temps, cette liberté est bien encadrée par les lois. Merci beaucoup, Serge Mayamba. Je rappelle que vous êtes député national honoraire, avocat. En tout cas, merci de répondre à nos questions, mais revenez prochainement pour un peu développer cette proposition de loi sur la dot. On n'a pas vraiment bien parlé parce que nous courons après les temps. La télé, c'est les temps. En tout cas, merci d'être venu. Et cette émission est finie, terminée. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.